Bienvenue sur Deya Podcast. Bienvenue dans cet espace où chaque conversation est un voyage vers un nouvel univers intérieur. Chaque âme est un monde en soi, avec son propre rythme, ses propres couleurs, ses formes et ses mystères. Ici, nous plongeons au cœur du cheminement spirituel des invités, avec ouverture, curiosité et respect, en gardant toujours à l'esprit que leur vérité n'est pas la vérité absolue, mais bien leur expérience unique de la réalité. Alors prenez une profonde inspiration, laissez vibrer ce qui résonne en vous, ouvrez votre esprit et votre cœur, et laissez-vous doucement être inspiré. Dans cet épisode, nous entrons dans l'univers de Mathilde Thorez, une grande travailleuse rigoureuse, douce et artistique. Dans son monde sensible, on entend des airs de guitare profonds, une voix guérisseuse, un arrière-plan vibrant de la culture riche de l'Inde, des mouvements d'énergie subtile ou encore des postures de yoga sophistiquées. Et tout au long de notre échange, on ressent ces longues années de pratique au cours de son cheminement, sa passion pour la transmission, et on apprend beaucoup de sa sagesse en l'écoutant. Moi, j'ai adoré, alors profitez-en. Bonjour Mathilde et bienvenue sur mon podcast. Bon, déjà, merci de m'accueillir dans ton univers, dans ton monde à toi. Alors, pour raconter un petit peu, on est en Inde, on est à Mysore. J'ai rencontré un Indien dans une auberge à Bangalore qui m'a parlé de toi. Et je me suis dit, tiens, je vais la contacter. Et j'aime bien ce que tu proposes sur les réseaux. On s'est rencontrés un petit peu et je me suis dit, c'est trop intéressant son parcours et j'ai envie de mettre un peu en lumière tout ça. Eh ben, avec grand plaisir de partager, voilà, de retrouver une Française niçoise au cœur de l'Inde. Alors, si tu veux, pour commencer un petit peu, est-ce que tu veux te présenter, nous dire quels sont les éléments qui te définissent le mieux selon toi? C'est-à-dire que si on rentrait dans ton monde, qu'est-ce qu'on verrait en premier? Quelle serait l'ambiance? Donc, je suis française, voilà, guitariste de formation. Après, j'ai rencontré le yoga et voilà, tous ces petits pas m'ont menée en Inde avec maintenant l'intention d'y rester. Et mon monde, une des premières choses serait peut-être la sensibilité aux énergies, que ce soit à travers la musique, le yoga, la nature, les chats. Tout ceci, c'est peut-être ce qui définit mon tempérament et tout ce qui me porte de manière générale. Voilà, Une grande sensibilité. exactement. Et donc, tu as été prof de guitare, c'est ça? Voilà, ça a été mon premier travail, job. J'ai commencé à enseigner. J'ai toujours adoré enseigner, transmettre. Ça, c'est quelque chose qui me suit, même avec le yoga et la musique, qui revient de manière différente. Mais voilà, c'est la transmission. Donc, j'ai enseigné la guitare en école de musique, puis au conservatoire. Et voilà, j'ai rencontré le yoga un jour sur mon chemin. Quelques années après, j'ai commencé à donner un cours de cours, etc. Ça a pris toute la place en termes d'enseignement, mais ça a été mon premier socle. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'a poussé à commencer un cheminement spirituel ou est-ce que ça a toujours été dans ta vie? Quelle a été la première étape ou les grandes premières étapes? Alors, je pense que ça a toujours été là, avec le recul, notamment grâce à la musique, qui ouvre quand même ces portes-là, une certaine connexion à autre chose, à une autre dimension. De manière un peu plus précise, j'ai commencé à m'intéresser, notamment avec l'histoire des religions. J'ai une éducation totalement athée, j'étais Comme beaucoup étrangère en France. voilà, à toutes ces choses-là. Mais justement, avec la musique, autour de 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Ah, c'est la musique qui t'a C'est la conduit. musique, voilà, c'est la musique. Par l'histoire de la musique, en fait, la musique qui était essentiellement reliée à composition pour l'église, etc., jusqu'à un certain moment. J'ai commencé à me poser toutes ces questions-là, et puis tout simplement parce que je ressentais en jouant, qui est au-delà de ce que l'on peut décrire. J'avais un regard là-dessus, mais assez lointain, parce que j'étais très prise, très travailleuse, très bloquée dans mon chemin habituel, on va dire. J'ai essayé de m'intéresser à la méditation, notamment à la méditation auprès des bouddhistes. Je lisais certains livres de bouddhisme pour répondre à des besoins très essentiels, à savoir dormir. J'étais un petit peu une pile. Beaucoup d'énergie, mais pas bien canalisée. Donc voilà, mauvais sommeil et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai un jour, il n'y a pas de hasard, on le comprend après, mais voilà, pris un cours de yoga, tout simplement sous forme d'échange, cours de guitare contre Du cours de troc. yoga. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Et ouais, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Je ne me suis pas ouverte à ça directement après parce que j'étais trop prise et trop concentrée sur mes études de musique qui prennent beaucoup de temps. Quelques temps après, la vie m'a fait un petit stop, les petits stops qu'on Oui. peut qu'on rencontre quand on a quelque chose de plus à voir qu'on ne voit pas. Et ce petit stop, qui a été quand même un grand stop, m'a amené
à ouvrir les yeux. Et mon premier réflexe a été, j'ai envie de me mettre au yoga. Je me souvenais de cette sensation-là. Une séance, ça t'avait fait Une ça? séance Une m'avait seule fait un séance? effet Mmh. incroyable. J'étais OK. dans le métro à Paris, je trouvais ça super, donc je me suis dit: «Il y a quelque chose». Du coup, j'ai plongé dans le yoga. À ce moment-là, je me suis autorisée à en faire tous les jours, en fait. Mon vrai départ en faisant tous les jours et puis beaucoup de choses se sont passées. La rencontre avec le Reiki aussi, quasiment en simultané, qui m'a vraiment ouvert des portes, un autre monde et ce dont je me souviens en premier lieu, c'était cette joie, quoi. À la fac, tout le monde croyait que j'étais amoureuse ou un truc comme ça et en fait, En fait, je me demandais: «Tu as c'était un le yoga. copain?» Et non, et il y avait un truc sur mon visage parce que j'avais découvert, voilà, j'étais en train de découvrir le yoga, le reiki et tout ça et vraiment une joie, quoi, une joie. Tu t'es connectée à quelque chose de plus grand, quoi, l'énergie, C'est ça. Ouais, cette source qui est alors après, je pense qu'au début, on peut avoir certains éclairages et après on est amené à travailler nos parts d'ombre, à voir aussi la joie de manière très différente. Ça, c'est très perceptible en Inde, quelque chose de beaucoup plus, la fameuse équanimité, hein, dont on parle en bouddhisme, que je comprenais absolument pas à la base. Mais en tout cas, ça a été comme un réveil. Donc en Voilà. fait, ça a été, on va dire, au début la musique, où tu étais toujours connectée, tu sentais qu'il y avait quelque chose, après ce cours de yoga, et en fait ton corps t'a dit stop. Un petit stop sur le Ouais, chemin c'est et quand on n'écoute pas son cœur, son intuition, mais qu'on force trop, notre corps, il nous le dit. Et après, ta rencontre avec l'Inde, alors, elle s'est fait quand et comment par rapport à ton cheminement? Alors, l'Inde a toujours été en moi, notamment parce que mes parents ont énormément voyagé avant ma naissance. Donc je pense que j'avais tout cet univers-là autour de moi, des photos de voyage et cetera. Mais parmi tous les pays qu'ils ont fait, j'ai quand même eu tout de suite cette connexion, je me souviens juste des photos de l'Inde et je voulais aller en Inde, c'était mon truc. Et donc en 2015, j'ai fait, le pas. C'est juste m'autoriser à partir. J'avais pour envie d'aller en particulier à Bénarès, à Varanasi. Ville assez sacrée, non? Qui est voilà, une des grandes villes sacrées de l'Inde avec Le Gange. le Gange, les ablutions, les crémations aussi et toutes les cérémonies. Et voilà, je suis partie 1 mois seule, sans mon portable, Ah oui, carrément. avec La un grande sac aventure. qui pesait 1 kilo, 2 leggings, 2 t-shirts, c'est tout. T'étais déjà dans le détachement alors? J'étais dans le détachement extrême. Ça a été comme un reset sans que je m'en rende compte sur le moment. J'ai mis très, très longtemps à m'en rendre compte. Mais ça a été un bon reset et en tout cas, ce dont je me suis rendu compte en arrivant dans cette ville. J'ai fait d'autres villes qui m'ont énormément plu, avec cette sensation très particulière d'être chez moi dès que je suis arrivée. Voilà, seule c'est au la milieu maison. de Delhi, à rien comprendre, mais j'étais bien. Voilà, la maison, comme tu dis. Une Mother India. reconnaissance. Ouais, une reconnaissance, vraiment, de quelque chose. Et donc là, c'était en 2015, donc t'as fait ce voyage-là, et après, t'es revenue en France? J'étais toujours dans mes études, dans mon métier de guitariste. Je commençais à enseigner un tout petit peu le yoga. À partir du moment où j'ai voulu revenir en Inde, il y a eu la période Covid. Donc, je suis revenue il y a 3 ans, de manière très fréquente. Et de plus en plus, t'avais envie de rester ici, en fait, c'est ça? J'avais vraiment envie de rester. Là, c'était vraiment quand je partais comme un arrachement, en fait. Ton Voilà. cœur appartient à l'Inde. Ouais, avec ce truc particulier. Mais j'avais vraiment l'impression d'être chez moi, quoi, à la maison ici. Au-delà de la différence culturelle, parce que tout n'est pas facile en Inde, c'est quand même assez Non. chaotique. Il y a de la pollution, il y a du bruit, enfin, il y a des choses qui sont vraiment pas faciles. Ouais, ouais. Nous, Français. Au-delà de ça, même, alors ça, c'était plus présent la première fois où j'ai voyagé en Inde, dans le nord, dans toutes les villes que j'ai pu faire, les choses qui sont dures, mais malgré ça, ouais, quelque chose au-delà. Et puis, il y a 3 ans, la rencontre avec cet enseignant de yoga. Donc, il y a 3 ans, tu as rencontré un enseignant particulier qui disait. J'ai étudié le yoga tout le temps en France. Première fois que je suis venue en Inde, juste entre guillemets voyager, ce qui était une forme de yoga aussi. Il y a 3 ans, j'ai commencé à venir à Mysore pour le yoga. Alors, comment tu décrirais le yoga selon toi? Qu'est-ce que c'est le yoga? Le yoga, comme beaucoup de monde, j'ai commencé par une pratique corporelle et c'est par cette ouverture, juste cette expression du corps que j'ai tout d'abord très concrètement ressenti des choses sur le plan physique et donc on commence à aller mieux, à avoir de l'énergie, une meilleure santé et tout ça qui mène à une forme de joie, etc. Et puis en étant de plus en plus sensible, proche de ce qui se passe sur le plan énergétique et spirituel. Et pour être honnête, notamment grâce au Reiki en Occident. En France. Quand je suis arrivée ici en Inde, il y avait ça dans le yoga, bien sûr,
Mais la dimension la plus forte pour moi, énergétique et spirituelle, était quand même par le Reiki. Et je l'appliquais parce que ça faisait partie de moi. Du coup, c'était aussi dans mon yoga, dans ma pratique de yoga. Et après, j'ai quand même reçu des enseignements où j'ai étudié tous les textes, C'était yogique. philosophie. Donc, j'ai quand même eu cette chance-là, cette ouverture, etc. Mais c'était un petit peu deux plans séparés. Le corps et l'esprit. Voilà. C'était pas trop lié. Ça l'était, mais il y a eu une dimension, un pas supplémentaire qui s'est fait ici à Mysore, très concrètement. Avec ici un yoga que je pratique qui est également très postural, avec un grand accès sur le pranayama, la respiration aussi, mais malgré tout très postural, mais cette spiritualité qui est là, qui est complètement ancrée, qui est dans chaque chose. J'ai beaucoup de gens qui ne pratiquent pas le yoga postural et qui transparaît de manière très très forte dans la pratique. Et ça a été pour moi un moment d'intégration, vraiment, de cette spiritualité, de cette dimension-là, dans le corps, dans mon quotidien, comme un ancrage en fait, de cette dimension-là. Oui, parce qu'on en avait discuté toutes les deux, que parfois la spiritualité en France, elle est assez déconnectée et elle n'est pas très ancrée dans notre quotidien. Et tu as trouvé ça en Inde. Exactement. Notamment parce que, donc, pour répondre à ta première question, le yoga, pour moi, si j'ai à le définir, est une étude de la conscience. Et il n'y a pas que moi qui donne de cette définition. C'est une étude de la conscience et ensuite qui peut emprunter beaucoup de chemins. Qu'on pratique le yoga dévotionnel, bhakti yoga, qu'on pratique le yoga de la connaissance. Ces personnes qui étudient les textes, jnana yoga, ou un yoga qui est le yoga de l'action et que l'on connaît bien avec toutes les pratiques posturales, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'être en mesure, au fur et à mesure, d'harmoniser le mind, le mental et l'esprit lorsqu'on le choisit, que ça se passe par le corps, mais qui reste un moyen. Donc, c'est-à-dire que le yoga, c'est pas juste l'activité physique, c'est une philosophie plus globale. Oui, c'est une philosophie plus globale. Pour les personnes qui commencent ou qui sont fans, comme moi, je le suis, du yoga postural, c'est un outil en fait, c'est une porte d'accès. C'est une porte à l'étude de soi, à l'étude de la harmonisation. conscience, tu le disais. Ouais, à l'étude de soi, de la conscience, du grand soi en fait, de qui on est vraiment. La première chose, c'est de comment vivre dans le moment présent. C'est ça la spiritualité. C'est comment je peux être ici dans le moment présent et donc ça demande au départ par nettoyer beaucoup de choses, nettoyer le mental qui part dans tous les sens. Et dans cette mesure-là, passer par le corps est un moyen formidable, comme le sont aussi d'autres moyens. On observe quand même que de nos jours, s'il y a cet engouement autour du yoga, c'est parce qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui se sentent mieux. Besoin de passer par le corps pour ça. Mais c'est vrai qu'après, on bouge plus beaucoup dans notre société aussi. On est beaucoup assis derrière l'ordinateur et on bouge pas, quoi. Il y a deux choses. Il y a le fait que, en effet, on est beaucoup trop statique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mental devient beaucoup plus actif que le corps. Et c'est là que tous les stress naissent. C'est là que le stress naît, quand le mental devient plus actif que le corps. Et c'est là que tous les problèmes commencent à apparaître sur le plan du physique comme du mental. Et donc, l'idée, en effet, c'est pour ça que le yoga postural aussi actif, pas si vieux d'ailleurs que ça, connaît un engouement tel parce qu'il y a ce besoin-là. Et puis d'autre part, parce qu'on est tellement déconnecté du moment présent. Parce que peut-être nos ancêtres savaient mieux faire regarder le ciel et savoir juste regarder le ciel. Et du coup, il y a quand même une dimension qui transparaît dans le yoga, même quand on ne nous parle pas de ça, même quand c'est pas conscientisé. Les personnes très rapidement sentent qu'il y a quelque chose qui se passe à la sortie d'un cours de yoga, d'une pratique de yoga de différent. Et différent, ça veut pas dire mieux. J'adore aussi faire du sport. Mais c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement le même propos. Pas des grands sportifs qui peut-être connaissent des états de méditation, mais c'est une approche différente. Ce besoin de connexion et ce besoin de tout simplement de se remettre en action pour arriver à voir un peu plus clair dans nos vies. Quand on fait baisser le stress, à ce moment-là, on peut commencer à un petit peu voir ce qui se passe clairement, quoi. Un peu plus clairement. Donc tu nous as un peu dit ce que c'était ta vision du yoga. Est-ce que spiritualité, c'est la même chose que yoga? Est-ce que pour toi les deux sont liés? Le mot spiritualité a tellement été galvaudé en Occident. Je commence juste à me réconcilier avec lui, notamment en Inde, parce qu'ici, il n'y a pas de connotation. Ça reste très simple, en fait. C'est-à-dire que, à mon sens, le propos de l'humain est en effet de se connaître soi, de connaître la vérité, entre guillemets, quelles sont les choses réellement qui nous entourent, sans mes filtres de peur, de stress, de jugement. Et ensuite, avec le mot qu'on emploie, de cette fameuse source, on peut lui donner plein de noms, mais de percevoir un petit peu cette petite lumière, cette petite magie qui habite chaque chose. Et ça, il faut faire un certain cheminement. Très peu d'êtres qui sont connectés à ça naturellement. Et c'est de toute manière un cheminement qui doit être ensuite mené à vie. À mon avis, c'est un peu le sang de nos existences qui fait qu'on peut se sentir plein, rempli. Et donc, si la spiritualité correspond à ça, oui, le yoga est spiritualité. Mais le yoga veut dire
union, en fait, union des pôles. Donc, cette union va pouvoir petit à petit créer l'harmonie en nous. La spiritualité, oui, si elle est ancrée. Je crée l'harmonie en moi, je vis dans le moment présent. Et en effet, ça sous-entend évoluer sur soi et commencer à voir le monde autour de soi peut-être de manière différente qu'en tout cas celle à laquelle la plupart de nous sont éduqués en Occident. Tes pratiques, comment elles ont évolué? Quelles sont tes pratiques aujourd'hui? Donc j'ai commencé en pratiquant le yoga tous les jours. Au début par moi-même, ce que je conseille pas vraiment. Je pense que j'ai fait des choses étranges aussi, mais bon, j'avais mon petit bouquin et très honnêtement, j'avais pas vraiment d'argent pour me payer des cours tous les jours. J'avais quand même capté quelques postures qui m'aidaient à dormir. Je captais des choses de ce T'es point-là. très autonome. Et puis après, j'ai fait en sorte quand même de pouvoir m'offrir des cours. J'allais en cours très régulièrement. J'ai intégré ça dans ma pratique autonome, justement. Et le Reiki. Et donc, je pratiquais énormément. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pour toi ce que c'est le Reiki et comment tu le pratiquais? Le Reiki, c'est un travail énergétique où la personne, sous forme d'initiation, alors l'initiation était aussi présente dans certaines écoles de yoga, c'est simplement une ouverture à une nouvelle perception, une nouvelle circulation énergétique. Tout est énergie. Moi, je vois ça maintenant de manière très très simple. On a des os, des muscles, des articulations et on est énergie. Et donc, lorsque ces énergies sont harmonisées, certaines portes de perception passent. Et au fur et à mesure des niveaux, ça devient de plus en plus précis. On commence la pratique de Reiki par la position des mains sur soi pour faire circuler les énergies, les harmoniser, etc. Justement en se référant à cette fameuse source qui peut nous rendre autonomes, qui fait qu'on peut toujours demander à être harmonisé grâce à cette source et ça passe, ça marche. Donc j'ai énormément bossé en Reiki aussi, initié des personnes. Et on a donné le nom de Reiki à ce courant-là parce que voilà, c'est un petit peu comme une lignée, une filiation, quoi. J'ai pratiqué les deux vraiment en simultané pendant des années. Énormément pratiqué parce que j'avais l'habitude de faire 5-6 heures de guitare, donc 3-4 heures de yoga Reiki m'allait très bien. Ah ouais, c'est assez extrême. C'est assez extrême. C'est assez extrême. On a un petit peu parlé quand on s'est rencontrés. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, c'est comme Oui, ça. c'est ta personnalité à toi. C'est On ma est dans ton monde à personnalité. toi, donc, Il y a 2 ans, j'ai commencé à moins pratiquer le Reiki. Donc très récemment quand même, parce que j'ai pratiqué le Reiki pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu pratiquais moins le Reiki? Tout simplement, je pense, parce que je vais plus loin en yoga maintenant. C'est avant tout une affinité et aussi la vie qui nous conduit. C'est-à-dire que le Reiki, Ça t'a été utile pendant... ça m'a été utile, j'ai adoré. J'ai une sensibilité plus grande à l'énergie véhiculée par le yoga. Je suis plus sensible à l'univers du yoga. Et voilà, la vie nous amène. Je suis plus sensible à l'Inde qu'au Japon. J'ai rencontré un enseignant qui me permet d'explorer très très loin le yoga. Comme je n'ai jamais rencontré, j'ai eu des très bons enseignants en Reiki, mais je n'ai jamais rencontré l'équivalent en Reiki. Simplement, la vie nous amène là où on doit aller. Par rapport à ta sensibilité. À ma sensibilité. Et je pense que pour moi, revenir dans le corps est très important. C'est pas ce qui m'a été le plus facile. Le Reiki m'était plus facile. J'étais quelqu'un très en dehors du corps. Ah oui. Grande Comme spécialité. beaucoup de personnes qui sont très sensibles. Voilà. Et de manière très concrète aussi pour raison de temps. La musique est revenue très très fort dans ma vie avec le chant des mantras, kirtan, etc. Comme une reconnexion en fait à ce qui a été mon socle. Alors du coup, maintenant, ta pratique aujourd'hui, en ce moment, c'est yoga. Alors quand je suis à Mysore, je vais pratiquer à l'école au Shala pendant 2 heures posturales et ensuite 1 heure de pranayama, de respiration. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est pranayama? Le pranayama, c'est la maîtrise du souffle. La maîtrise du souffle, donc tous les exercices de respiration, le yoga en lui-même a ce qu'on appelle 8 piliers, donc les yamas, niyamas, les engagements de vie que l'on prend envers soi, envers la société. Ensuite, asana, les postures que l'on connaît bien. C'est d'ailleurs la seule image qu'on a quand on parle de yoga chez nous et que j'ai eu pendant des années. Et vient ensuite le pranayama, la respiration. Et donc, au travers du pranayama, certaines écoles de yoga commencent par le pranayama. C'est un peu plus rare de nos jours, mais ça existe quand même. Au travers de la respiration, l'idée, c'est d'aller observer le mental. C'est assez différent de tout ce qui est breathwork. Au travers de la respiration, du pranayama, c'est l'étude du mental. Et puis petit à petit, par tous les exercices de respiration, on harmonise aussi le corps, l'esprit. Et est-ce que dans cette histoire de prana, d'énergie, tu retrouves du coup des chemins similaires au Reiki? Oui, et il y a d'ailleurs beaucoup de techniques de Reiki qui ont été empruntées au yoga de manière ouverte. Ils le disent, voilà, des exercices d'harmonisation des chakras. Il y a des chemins très similaires. Il y a énormément de maîtres Reiki en Inde. Ah. Et ici, le Reiki est un peu comme pour eux, c'est une évidence.
Il y a même pas de discussion. Il y a Après, pas de débat. il y a pas de débat. Voire on m'a dit assez souvent, c'est une bonne base. Alors que pour nous en Occident, c'est quelque chose de incroyable, un petit peu comme d'un autre monde, et cetera. Pour eux, c'est juste complètement normal Ouais, c'est et les un petit peu basiques la et base. on commence C'est par le ça. c'est le basique, voilà. J'étais pas du tout impressionnée par mes 3 maîtrises Reiki, juste la base. Ah bravo, tu peux survivre un moment. Oui, oui, il y a un travail qui est vraiment similaire. Les grands maîtres de yoga, même Mikael Iyengar, pour le yoga Iyengar qui est assez connu, que j'ai pratiqué pendant des années, qui est très structurel. Iyengar soignait aussi avec les mains. Mon enseignant, mon maître de yoga ici, il sait très bien faire s'il veut. C'est des choses qu'il n'a choisi de pas faire, mais il m'a montré, hein, ils savent écouter en mettant les mains. Ils connaissent. Énormément de choses. La santé de l'organe, comment le recharger et tout. Et c'est quelque chose que lui avait transmis son maître. Enfin, c'est quelque chose qui est assez naturel au bout d'un moment dans la pratique du yoga, de sentir les énergies, de savoir les harmoniser. Et après, le yoga propose plus dans sa transmission un enseignement que de nos jours qu'une transmission, hein, avec la personne qui fait les pas un à un, plutôt que de recevoir et d'aller d'une étape à l'autre. C'est vraiment l'idée de recevoir un enseignement, de l'expérimenter et par l'expérience petit à petit changer. Faire son propre chemin. Comment la musique est revenue dans ta vie alors? Alors la musique, ça a été à un moment donné un grand rejet. J'étais absolument persuadée de jamais m'y remettre. Le fameux mental qui fonctionne par association. J'ai vécu ça et je crois que et je m'auto-persuade que je n'aime plus, etc. Avec des choses qui n'ont en fait rien à voir avec ce qui se passe au niveau du cœur, de l'âme et Oui, de parce que tout ça. t'aimais quand même la musique. Ton cœur Et a oui. toujours aimé la musique et n'a jamais arrêté de l'aimer. N'a jamais arrêté. Mon mental voulait se persuader parce que c'est les mémoires en fait. Et ouais, c'était associé pour toi à la compétition, au stress. C'était associé à tout un tas de choses. Ouais. À tout un tas de choses, à un chemin de vie que j'avais à nettoyer. Ok. Très clairement. Avec plusieurs pistes de nettoyage, on va dire ça comme ça. Que je remercie d'ailleurs. C'est la musique qui m'a. Tout comme le yoga peut continuer, même maintenant, des fois, à m'emmener sur des terrains où je me dis, ouh là là. Là, c'est pas très joli. On va essayer de faire fleurir ça différemment. En tout cas, avec la clé du yoga, après, on apprend à le lire différemment. Alors, ce qui m'a ramené en premier de manière très concrète, ça a été, je dansais beaucoup et donc je voyais beaucoup de musiciens, etc. Donc, j'ai recroisé des guitares. Et très spécifiquement, ça a été quand je m'y étais remis, mais sans m'y abandonner totalement, en chantant les mantras, voilà, légèrement, etc. Et quand je suis venue à Mysore, je n'en ai jamais parlé à mon enseignant, mais il y a eu un grand nettoyage qui s'est fait en moi. Et grâce à la pratique de yoga, et en fait, toutes ces mémoires qui n'ont rien à voir avec mon amour de la musique, sont parties. Donc en fait, je passais mon temps à faire des gammes, des arpèges entre mes cours de yoga. Et la première fois que je suis venue ici, je faisais formule intensive, donc j'avais 2 cours le matin, 1 cours l'après-midi. Mais entre les 2, en fait, je prenais ma guitare et voilà, j'étais très attirée pour même remonter des pièces classiques. C'est à ce moment-là que je me suis mis à composer mes mantras, ma musique. Je suis rentrée, j'ai commencé à pondre mon album. Grâce à tout ça qui m'a permis en fait de juste d'enlever ce qui avait plus rien à faire dans l'histoire et me reconnecter à moi-même. Et la musique est très importante pour moi. Et du coup, t'as fait un album, c'est un album de mantra, comment tu l'as construit? Voilà, c'est ça. Commencé avec mon iPhone. J'ai commencé du coup à m'enregistrer, à créer à partir de ça, avec ma guitare, la voix, et À base des mantras, du coup? soit des mantras très traditionnels que j'apprenais en Nad Yoga et mettre mes accords dessus, ce qui est ma formule de maintenant, des accords que l'on peut connaître en Occident, des harmonies que l'on connaît en Occident, soit même à faire des petites reprises de Krishna Das, etc. Et je suis rentrée et je me suis enfermée et j'ai enregistré. J'ai appelé un ami dont c'est le métier, soutenir des artistes, de les aider à produire. Et voilà, on s'est enfermé. Mais on a composé ça très rapidement. Et l'album s'est enregistré 3-4 mois après, quoi. Donc là, il est sur toutes les plateformes. Là, il est sur toutes les plateformes par un procédé que je n'ai absolument pas compris, mais c'est mon associé qui a fait. Et la magie du moment, quand même, mon idée, c'était d'avoir une piste où je puisse partager ce qui transparaît pour moi dans les mantras, c'est-à-dire qu'au-delà de la signification, il y a une lumière, il y a une initiation, c'est comme le Reiki, c'est comme le yoga, il y a quelque chose qui peut nous connecter, nous éveiller à ce que j'appelle moi la lumière, hein, comme les chrétiens l'appelaient, la lumière, le prana, voilà. Cette chose-là qui peut nous connecter. C'était l'idée pour Spotify, Deezer, et avec un vrai mélange en fait de plus occidental et avec des mantras plutôt traditionnels et voilà, et des mélodies composées. Comment tu définis les mantras? Les mantras sont
surtout utilisé du coup dans le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. Voilà, il y a des yogis qui pratiquent uniquement les chants ou les récitations des mantras pour ressentir ce que l'on peut ressentir via la pratique du pranayama, de la respiration, de asana ou de n'importe quelle pratique énergétique. Cette espèce de palpitation, en fait, on peut s'y connecter via le chant. Par exemple, quand je suis venue en Inde, la première ville où je suis descendue, j'ai pris tout de suite le train pour vite partir de Delhi, qui était un peu trop intense. Et je suis descendue sans trop savoir où j'allais à Mathura et Vrindavan, et ce sont les Hare Krishna qui sont là-bas. Et donc, Krishna, par exemple, a donné pour base, pour dernier enseignement de chanter son nom pour atteindre l'éveil, le salut, le samadhi. Donc, les Hare Krishna chantent Hare Krishna tout le temps. Toute la journée, ouais. Toute la journée. Ouais. C'est assez magique, il s'en passe des choses. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est à force de répéter les mantras, on déconnecte le mental et du coup, c'est là qu'on se connecte à... Exactement. Quand on chante, petit à petit, on ne peut plus penser à autre chose. Et du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on commence à faire réduire le mental, c'est ce qu'on appelle les vrittis, les fluctuations du mental, on peut se connecter à une autre dimension. Et puis après, le son a des vertus, tout est énergie. Donc ça, on connaît ça bien dans le Nad Yoga, le yoga du son, même dans plein de thérapies sonores qui commencent à être plus connues en Occident. Certains sons agissent sur certaines zones du corps. Le son agit d'abord sur la colonne, le home fait résonner la colonne, qui est l'extension du mind. Est-ce que il y a un moment où tu t'es senti particulièrement connectée, où tu as vécu quelque chose de très profond, que tu as envie de nous raconter? Il y a eu plusieurs moments dans ma vie, j'entends, des initiations que j'ai reçues, dans mes pratiques de Shavasana. Le moment qui est le plus marquant, ça a été donc mon premier voyage en Inde. Après Bénarès, je suis partie dans les montagnes vers Dharamshala pour me mettre au frais. Il faisait seulement 32 degrés comparé à 48, c'était frais. Je commençais un petit peu à faiblir avec la chaleur. Je suis partie marcher un petit peu, mais j'étais pas en méditation ni en attente de quoi que ce soit. Et tout simplement, à un moment donné, j'étais assise et j'ai cette image. C'est un coucher de soleil et c'est un moment complètement en dehors du temps qui me réapparaît très souvent, ou en tout cas qui est là, je peux lui demander à ce moment-là. Quand j'ai besoin de consciemment, volontairement, on va dire, revisualiser, par exemple pour enseigner, le Reiki notamment, pour me connecter, que je peux revisualiser, où il revient à moi quand je donne des kirtans. Voilà. Ça a été un moment très intense. Mais pareil, sur le moment, c'était juste un bien-être absolu, entre guillemets. Juste ça. Je suis pas partie dans les étoiles, quoi. Je pense que Déjà un bien-être absolu, c'est ce qu'on recherche. c'est exactement ce qu'on recherche en fait. Mais je le précise parce que justement dans ces idées qu'on a de moments exceptionnels et où on cherche à partir sur la planète. Et c'est une sensation de goûter à quelque chose d'extrêmement beau en fait. Ça donne envie. Ouais, et je crois que justement cette envie, forcément, moi, elle est quelque part dans ma petite tête et c'est sans doute pour ça que Tu fais autant de yoga. voilà, que je fais autant de yoga. Mais c'est aussi peut-être pour ça que ça reste le moment le plus fort parce que lorsqu'on attend quelque chose, non, j'ai beau le savoir qu'il faut pas attendre, il y a quand même une part de moi qui... C'est normal, c'est aussi pour ça qu'on fait ce cheminement aussi. Ouais. T'avais un autre moment que tu voulais partager aussi de connexion? Quand on a une pratique intense, ces moments-là sont quand même... Toi, c'est récurrent? Ouais, les moments forts sont assez récurrents. Ouais, c'est bien de le préciser. Et plus on a une pratique Oui, quotidienne, plus oui. ces moments de bien-être reviennent au quotidien. Exactement, pour les personnes qui commencent à méditer, qui galèrent et qui se sentent bien pendant 2 secondes, moi, ces 2 secondes reviennent de plus en plus fréquemment. C'est bien de le savoir pour rester motivé. C'est ça. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles sur ton cheminement où tu as voulu abandonner, où tu croyais plus en rien? Oui, il y a eu des moments alors difficiles, moins aisés, on va dire, parce que c'est quand même un domaine où, à mon sens, on est quand même porté. Et justement, ce moment, alors qu'on est beaucoup à connaître, et c'est peut-être bien aussi de le dire pour les personnes qui sont dans les process, une espèce de trou noir, quoi. De doute de tout, je suis partie dans mes délires, rien de tout ça n'existe. À ce moment-là, c'est très dur parce qu'on a l'impression de s'être fait un film et qu'en fait, rien de tout ça existe. Et surtout, quand on commence à goûter à tout ça, du coup, l'autre côté Le plan matériel, il est pas très agréable. Ce trou noir-là, je l'ai connu, mais j'ai toujours quand même eu la chance de rencontrer des guides qui ont été très présents pour m'accompagner, etc. Ça a été des personnes sur ton chemin Ouais, que tu n'as pas forcément recherché, du coup, qui sont venues à toi naturellement? ouais, par des connexions, amis. Et un jour, on entend parler d'une personne qui ont été là au bon moment. Pour parler un peu plus, ça a été un peu plus à cœur ouvert. Parce que justement, alors c'est peut-être un grand jugement et c'était peut-être aussi mon chemin et mon tempérament, mais dans mon premier processus, n'a pas toujours été très ancré au début. Alors c'était ma tendance à sortir du corps, à être sur une autre planète. Et peut-être aussi parce que voilà, il y a
pas mal de choses qui, en Occident, nous encouragent dans ce sens-là, un petit peu à déconnecter. Je pense que c'est bien aussi d'en parler. Et sur mon chemin, donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient très positives. Mais il y a aussi des personnes très connectées, très spirituelles, notamment une que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a fait gagner des années de vie et qui m'a, au premier rendez-vous, dit très clairement que j'étais en train de passer complètement à côté de ma réalité, quoi. De ce que j'avais à moi voir. Et elle me l'a dit de manière très directe et parce qu'elle fonctionne de manière... Elle secoue les gens avec beaucoup d'amour, cette dame, pour les éveiller. Et voilà. Et donc, si on l'aime, c'est que c'est un bon moment pour nous sur notre chemin et on peut aussi parfois ne pas accrocher. Et à ce moment-là, oui, j'ai eu un moment assez dur parce que ce que j'avais, moi, à voir de ce que j'avais à traiter m'est revenu en pleine face. Et ça a été le plus grand cadeau de ma vie. Mais en tout cas, sur le moment, alors après, j'ai été très accompagnée parce que c'est une personne qui est très spirituelle, très connectée. Donc, je n'ai pas douté de tout ce que j'avais fait, mais il y a eu ce premier moment qui a été assez dur. Et il y a eu 2-3 ans après, mais ça, je pense que c'est normal, c'est pour mieux se rendre compte que tout ça est vrai. Ce fameux trou noir où on se dit, là, en fait, je suis en train de me raconter l'histoire depuis des années. J'ai déliré total. Puis c'était pour en être mieux convaincue. Et maintenant que j'habite en Inde, ça me fait beaucoup rire parce que pour beaucoup de monde, c'est juste une évidence ce dont je doutais. Mais... Donc, ces 2 moments-là qui ont été assez durs. Et tu les as surmontés grâce du coup à des gens qui t'entouraient, grâce à la Alors, foi le aussi. premier, je l'ai bien cherché. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré cette femme, j'étais quelque part, la vie m'a amenée, j'étais prête. Elle m'a pas secouée juste pour me secouer, elle m'a secouée pour m'accompagner après. Donc oui, j'étais parfaitement accompagnée. Et c'est toujours quelqu'un qui est... Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. C'est une de Et tes gardiennes. c'est une de mes gardiennes physiques et qui est là. La première étape s'est fait comme ça. Et le fameux trou noir, la pratique qui est là, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a des doutes, à l'évidence, c'est plus forte que tout, quoi, au bout d'un moment. La pratique qui même, au bout d'un moment, transparaît en dehors du tapis. Cette force qui est là est de toute Je veux manière dire, une on a beau évidence. essayer de ne pas la voir, de pas y croire, elle est tellement présente, c'est tellement Ouais, évident qu'au bout d'un moment, ça revient. c'est ça, c'est ça. Bah, j'avais cette question aussi, comment on fait pour garder une pratique quotidienne, même quand la vie est chargée, mais c'est peut-être pas la bonne personne à qui poser cette question, parce que pour ça, c'est... Pour enfin, moi, c'est une évidence, mais aussi avec le mauvais côté, on n'a jamais que le bon côté des choses. c'est C'est-à-dire que vrai. cette ultra rigueur, ça peut être un bon moyen de ne pas se faire du bien aussi quand elle est mal canalisée, quand elle est mal soutenue. Et voilà, et j'espère quand même être à l'écoute de mes élèves et de mes amis. Et donc, j'observe que la plupart des personnes, c'est pas évident de s'astreindre à quelque chose. Et moi, ce que j'essaye de faire passer en tant que prof, et en fait, ça passe surtout par la motivation. Ouais. Tout simplement, c'est la motivation, c'est... Et comment on fait pour rester motivé? Pour rester motivé, je pense que l'on a besoin d'être guidé et de recevoir. Que l'on a pourtant besoin d'une personne différente ou plus éclairée sur le chemin qui nous donne, qui nous éclaire un petit chemin qu'on a envie de découvrir. Et c'est aussi de pouvoir ressentir ce qui nous fait du bien, ce qui se passe, ce qui se transforme, ce qui fait de nous un être meilleur, ce qui fait que l'on se sent mieux. On a besoin de le ressentir. Et donc ça, très concrètement, dans les cours de yoga, ça passe comment mettre mon élève en situation où il avance sur lui et en même temps, il repart avec un sentiment de satisfaction. Et ça, c'est toujours très, très important, surtout quand on débute ou pendant de nombreuses années, c'est d'avoir ce sentiment qui nous permet d'être motivé et de vouloir revenir sur le tapis. Donc c'est pour ça qu'au début, on va commencer par éveiller cette motivation pour que la personne ait envie de revenir, de continuer. Après, ça devient un petit peu plus, parfois un peu discret dans des process où vraiment il faut travailler, on sort du cours et on se dit oh. Mais il y a toujours quelque chose où on a senti une avancée, senti quelque chose qui nous faisait du bien. C'est cette motivation qu'il faut arriver à créer. S'accrocher au bien-être qu'on en retire, pour Ah se ouais. motiver. Et tu disais aussi que c'était important d'être guidé sur son chemin et de recevoir. Là, on est en Inde et il y a beaucoup cette culture des gourous à qui on s'abandonne. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quand même bien important d'avoir des gourous, des guides? Mais jusqu'à quel point? Et gourou, c'est ombre et lumière. Donc, par définition, c'est celui qui va nous guider vers la lumière. Mais le gourou, c'est pas que quelqu'un d'extérieur. Il y a aussi, on parle beaucoup en Inde, il y a le gourou extérieur, mais dans les textes du yoga, on nous parle aussi de notre gourou intérieur. C'est cette part de nous qui sait qui on est, qui sait, ça c'est bon, ça c'est pas bon pour moi. Là, tu te plantes, mais tu le sais, allez, on va s'amuser, on va se planter un peu. Des choses comme ça. Le gourou, c'est simplement, souvent il prend la forme d'un enseignant pour parler du gourou extérieur, parce qu'on peut éveiller le gourou intérieur en lisant, en écoutant des podcasts. On peut éveiller cette connaissance, cette sagesse intérieure par la pratique du yoga, c'est l'idée, c'est de petit à petit par soi-même apprendre à se connaître. Mais si on parle des gourous extérieurs, ce sont des personnes qui sont plus avancées que nous sur le chemin
Parce que c'est un fait que, voilà, quelqu'un qui va pratiquer depuis 20 ans, sans même parler des expériences de vie passée, si on décide d'y croire ou non, mais très concrètement, des gens qui pratiquent depuis plus longtemps, qui ont reçu des enseignants, de maîtres, qui ont pratiqué eux-mêmes pendant 60, 70 ans, etc. Ils connaissent un peu plus que nous sur le chemin. Et donc, tout simplement, ils savent nous guider. Un petit peu comme on a besoin d'être guidé à l'école. De même que c'est une évidence dans notre système qu'un voilà, un enfant de 6 ans, il va faire un meilleur chemin de vie s'il a des bons profs qui lui enseignent la lecture, les mathématiques, voilà, à éveiller son savoir. Et ben, c'est pareil sur le chemin spirituel. C'est juste exactement la même chose. Et en Inde, il y a très fort donc une culture qui peut nous impressionner, parfois à juste titre, parce que comme tout dans la vie, il n'y a jamais que tout blanc ou tout noir, avec l'humain qui a l'art de transformer les choses et parfois de manière pas très propre. Mais dans la vision de l'Inde, donc qui est très religieuse aussi, les gourous ont reçu un enseignement qui est d'ordre divin. Donc, peut y avoir cet abandon qui nous impressionne, mais dans cette pensée, ils transmettent un savoir, un message qui est divin. Pour certains maîtres éveillés, ils ont canalisé un message divin. D'où un abandon parfois complètement aveugle parce que les personnes ne voient pas un humain, mais voient Dieu à travers une personne. Ça, pour moi, c'est de l'ordre de quand il y a un petit peu Des voilà, dérives. des dérives, des abus, c'est juste l'humain qui transforme. Parce que même si l'on croit en Dieu, Dieu n'a jamais voulu l'asservissement d'une personne, n'a jamais voulu que la personne s'oublie, n'a jamais voulu marcher sur la personne. Donc ça, c'est juste les trucs humains que l'on peut mettre. Voilà. La base, c'est que le gourou, c'est quelqu'un qui peut nous éclairer, nous révéler un message selon ce que l'on choisit d'adhérer, quel courant, pas plus de l'ordre dévotionnel ou simplement par des pratiques plus pratico-pratiques, scientifiques. Moi, après, ce que je vois aussi par des maîtres, on peut les appeler maîtres, gourous ou teachers. Ici, j'ai mon teacher, mon gourou ici, mais je connais plusieurs et plein même qui, à Mysore, sont des personnes absolument fantastiques sur le plan humain et qui sont très humbles, très discrètes et qui ne demandent même pas à être observées en tant que gourou parce que pour la plupart d'entre nous, c'est juste complètement impossible. Mais juste des très bons enseignants. Les Indiens, de toute manière, ont beaucoup plus, et ça c'est le très bon côté, ce respect des professeurs. Des bons professeurs, on les respecte pleinement. De même que eux nous respectent pleinement. Mon professeur, avant et après chaque cours, nous salue, comme nous on le salue. Il y a un respect mutuel. Voilà. Ça m'éclaire sur cette idée des gourous et des maîtres. C'est un bon éclairage, je trouve, parce que en tant qu'occidental, on peut être vraiment choqué quand on arrive et de ne pas comprendre cette notion Ouais. de guide gourou. Et puis, dans certains ashrams, quand on vient en Inde, on voit des extrêmes et Oui. on voit pas forcément des gens sur un chemin qui nous paraît être lumineux ou quoi. C'est ça, c'est ça. C'est bien de savoir que, en fait, les guides, c'est nécessaire à des moments donnés de notre vie, mais on a aussi notre propre gourou et que C'est normalement le propos du gourou, c'est d'éveiller le gourou intérieur de l'élève. C'est d'éveiller l'élève et de le rendre autonome. Et autonome dans la forme où on peut continuer à recevoir l'enseignement toute la vie. Hein. Mais tout ce qu'on apprend ne doit être accepté que par l'expérience. J'expérimente donc, ah oui, ok, je suis ok avec ce que tu m'as appris là. parce que ça résonne à l'intérieur de Parce que ça résonne. Parce que ça résonne, parce que j'en ai fait l'expérience, etc. Donc, normalement, les deux vont complètement de pair. Moi, mon enseignant, c'est pas un professeur lambda pour moi. Pour moi, c'est mon gourou. Mais avant tout, c'est un être humain qui me respecte, que je respecte, à qui je peux parler comme je parle à un être humain. Peut-être Oui, il y a avec pas plus de timidité parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne, parce qu'il a une énergie très très forte. Mais c'est justement quelqu'un qui m'aide à éveiller justement cette force de discernement, de qui je suis, de mes différences, de tout ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer un cheminement spirituel, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de prendre plus soin de lui, de peut-être tester le yoga? Je crois assez fort en la construction maintenant, étape par étape. Premier, on prend soin du corps. On peut faire tout ça à la fois, mais le corps, le mental et l'esprit. Pour moi, les trois doivent être vraiment équilibrés. Et après, c'est de trouver quelque chose qui résonne avec soi, son système. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai testé toutes les formes de yoga pour voir laquelle me permettait le plus de connecter. Mais ce serait vraiment le conseil que je donnerais, ouais. Étape après étape et de tester. En tout cas, même si on décide de faire les trois étapes à la fois, de s'occuper du corps, du mental et de l'esprit.
ou de les implémenter par étapes si on a envie de prendre soin de son corps pour aller mieux et ça nous va bien. C'est aussi ça la spiritualité. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de temps, qui arrivent à des formes de connexion au temps présent et de manière assez express, entre guillemets, juste en prenant soin de leur corps. En tout cas, moi, ça me parle parce que c'est vrai que même en France, j'avais une spiritualité plus déconnectée. Et de venir en Inde, je suis venue en Inde aussi un peu pour la spiritualité. Je me dis, en fait, j'apprends à prendre soin de mon corps. Et ouais, c'est rigolo. Et du coup, C'est fou. je me dis, ah oui, c'est tout aussi important en fait. Et ouais, on n'est pas incarné pour rien, quoi. Ouais. On n'est pas incarné pour rien. Donc, Prendre en compte tous les aspects, quoi. Ne pas oublier. oui, puis dans cette fameuse idée que le corps est notre temple. Et on ne peut pas vraiment accueillir des messages clairs si le corps n'est pas en bonne santé. Ou certaines personnes ont une certaine forme de connexion avec le corps. On n'a pas besoin d'être en parfaite santé pour connecter. On le voit avec des personnes qui sont handicapées, mais qui ont une forme de spiritualité très forte. Je pense à c'est Alexandre Jolien, il me semble, voilà, qui est une personne handicapée, mais qui est tellement éclairée. Mais ce que je veux dire, c'est au moins d'avoir une connexion, soit à son corps. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont guidé ou des personnes, tu nous as parlé de tes guides, ou des choses que tu pourrais partager qui t'ont aidé, éclairé sur ton chemin? Donc, le yoga postural m'a énormément aidé. Mon premier maître n'est plus de ce monde-là, mais évidemment, si j'avais une pratique de yoga ou un enseignant dont j'aime parler, c'est évidemment mon enseignant ici, Vinay Kumar, pour le Pranavashya Yoga. Et les écrits du yoga, les principaux écrits du yoga m'ont toujours énormément porté. La Bhagavad Gita, je me souviens la première formation que j'ai faite, j'étais une des seules à être contente de le lire. C'est pas forcément simple d'accès. Les Yoga Sutras de Patanjali sont pour moi incroyables et de nos jours, il y a quand même tout un tas d'écrits qui expliquent ces Yoga Sutras, qui expliquent le fonctionnement de la conscience. Ils sont assez incroyables. Alors Patanjali, selon les croyances, serait soit un être qui s'est incarné mais d'un autre monde. Tous les historiens, eux, seront plus d'accord avec le fait que c'est un savoir collecté et on a mis le nom de Patanjali, mais bon. Patanjali, pour les Indiens, donc il est représenté avec le bas du corps comme un serpent. Et c'est lui qui a transmis l'art du yoga, mais aussi la grammaire, l'Ayurveda. Et ce sont des écrits qui font encore référence, qui datent d'avant Jésus-Christ. Et donc les Yoga Sutras, donc ce sont des aphorismes en 4 chapitres et qui expliquent le yoga. Hatha Yoga Nushasana. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le yoga, donc c'est en sanskrit. Pour faire un petit résumé, ça explique, parce qu'il y a, je crois, 2 versets où il y a allusion à la posture, c'est tout, mais qui est juste la capacité à pouvoir rester assis, en fait. Et ça explique absolument tout le fonctionnement de la conscience. Je ne me souviens jamais du nom de ce... Il y avait Freud et Jung. C'est très proche, paraît-il. Je ne m'y suis jamais attelée de la pensée de Jung. Très, très proche. Il y a beaucoup de monde en Inde qui m'ont parlé du Yoga Sutra. C'est un peu la référence, quoi. Si on veut... C'est la référence. Ouais. Ouais, c'est la référence. Alors, c'est bien quand on nous les explique quand même, pour être honnête. Ouais. Mais ça va expliquer de manière très scientifique, en fait, quelles sont les tendances du mental et le pourquoi on va avoir besoin de nettoyer le mental, quel est le but de ça. Quelles sont les dérives sur le chemin, les dérives, notamment au niveau énergétique. Il explique de manière très claire, ce qui pour nous est incroyable en Occident. Quand on fait un grand chemin sur soi, un grand nettoyage en chemin, c'est juste en fait complètement normal de commencer à avoir une vision assez précise du futur, tout en disant qu'il faut absolument pas s'en amuser et s'en servir. Donc tout ça est décrit dans les Yoga Sutras, c'est assez fascinant. Il y a plusieurs éditions, j'imagine, avec des commentaires, avec des explications. Et Aurobindo, c'est une bonne traduction, bonne explication. Il y en a beaucoup, très très bien. Alors après, pour connaître le yoga de manière générale, avoir plus une idée historique, mais aussi scientifique, mais aussi énergétique, de tous les plans du yoga, il y a un podcast qui est incroyable, qui est Kasayana, qui interroge les pontes de chaque domaine, en fait, les spécialistes de chaque domaine du yoga. Donc, le spécialiste de l'histoire du yoga. Et c'est un podcast qui est vraiment très, très qualitatif pour avoir un aperçu très, très complet de ce qu'est le yoga. Et puis, comme tu le fais, de venir en Inde, parce que juste de se promener, on comprend beaucoup de choses. On ressent déjà les choses. On ressent. Dans leur essence, et pas juste intellectuellement. C'est ça. On est présent. C'est ça. On est obligé d'être présent ici. Oui. C'est presque pour conduire. Cette personne à qui je faisais allusion, qui m'a vraiment éveillée, éclairée, c'est Josette Larcher. Elle est sur Paris et elle est incroyable. Si on a envie d'être secoué pour s'éveiller. C'est bien de le préciser. C'est bien, voilà, il faut le préciser. Mais juste si ça fait appel. Super. Et là, c'est quoi alors tes projets, tes futurs projets? Le projet est de rester en Inde cette fois-ci. On sent plus on avance dans le process, plus les chemins s'imposent, on va dire. Et moins le mental peut interférer. Donc le mental de je veux ci, je veux ça, je me persuade de ci, ça marche de moins en moins.
ce qui est une bonne chose. Très clairement, l'Inde m'a plus qu'appelée. Donc là, je suis là. Là, je suis pour quelques mois à Mysore, en particulier à pratiquer et à asseoir des choses pour le futur. Donc, je te tiendrai au courant. L'enseignement du yoga et la partie musicale, les kirtans. Donc, les kirtans où tout le monde chante. Ah oui, tu Chante, nous as, voilà. tu nous as pas raconté ce que c'était les kirtans. Ce sont des chants avec des mantras qui sont exécutés en public et l'idée c'est que tout le monde chante. Donc c'est un process énergétique de connexion très très fort. Un des aspects, on va dire, de la pratique du chant de yoga. C'est un des aspects, c'est le moment festif, c'est le moment d'ouverture. Donc les pionniers qui ont fait connaître ça en Occident, il y a Krishnadas qui est très connu pour ça, Deva Premal également qui ont commencé à ramener ça. Il y a Sam Garrett aussi, non? C'est peut-être plus mainstream. Non, mais aussi tout en étant très créatif parce que c'est très différent de ce que les Indiens connaissent, traditionnellement du moins. Et donc ça, j'en donne ici aussi. Donc tu guides Voilà. des kirtans. Voilà, c'est ça. C'est le yoga, c'est la musique et c'est l'énergétique. Combo des trois, donc c'est parfait. Et du coup, tu as des albums. Tu penses à faire des nouveaux albums? Oui, je pense à faire des nouveaux albums. Je suis en train de composer aussi, donc c'est aussi ça qui est en gestation. Je en vois ce le moment. carnet ouvert. Voilà, le carnet à tout. Oui, j'aimerais l'enregistrer. Donc le premier album, il s'appelle Simple Things parce que je pars au travers d'harmonies et de mélodies relativement simples parce que pour moi, cette connexion, cette source est simple en soi et très complexe à la fois. Ça va ensemble. Il n'y a rien de plus complexe que d'être simple. Et au final, on finit par tous raconter la même chose. En yoga, je ne comprenais jamais. On me disait Shavasana, donc la posture, on est juste allongé à la fin, là. La La posture plus repos. dure. La plus dure et la plus simple. En fait, on parle de la même chose. Les écrits fondamentaux du yoga nous parlent d'une posture et c'est l'assise et c'est tout. Donc, c'est Simple Things qu'on peut trouver sur toutes les plateformes avec Mathilde Simple Things. Et oui, d'autres envies de création que je souhaite évidemment enregistrer ici en Inde. Et est-ce qu'on peut suivre tes cours de yoga en ligne aussi? Peu Oui, importe. donc j'ai ma plateforme de yoga que j'ai créée. À chaque fois que je rentrais en France, je créais quelque chose. Donc l'album et la fois d'après, c'était la plateforme. Donc voilà, il faut que je continue à créer même Finalement, c'était sans productif. rentrer. C'était productif. C'est ça. Donc j'ai ma plateforme de yoga, Plana Motion Yoga, sur lesquels il y a des cours en direct et une bibliothèque de vidéos pour pratiquer à tout moment, d'où on veut, selon le temps qu'on a entre un quart d'heure et une heure. Je pratique débutants et intermédiaires. J'ai des personnes qui enseignent le yoga ou des plus débutants qui ont 1 ou 2 ans de yoga, qui font le même cours. C'est l'idée d'avoir un discours qui puisse parler sur différentes fréquences ou des cours complètement débutants. Et voilà, mon idée, c'est de partager ce que je reçois du yoga et ce que je reçois aussi d'ici à travers les ondes parce que moi-même, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que je continue à utiliser quand je ne suis pas à Mysore avec mon enseignant. Je trouve qu'il y a quand même un très bon côté dans toute cette technologie. Donc la plateforme, voilà, avec une petite bibliothèque de vidéos et un lien toujours. Même les personnes qui font seulement les vidéos, on contacte par WhatsApp, on partie d'un groupe, etc. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Tout le monde peut te suivre alors. Tout le monde peut suivre Voilà. ce que tu chantes, ce que tu proposes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter dont on n'a pas parlé ou sur laquelle tu aimerais conclure? Non, c'est simplement de jamais oublier dans toutes ces questions que l'on peut se poser au process, le but de tout ça, qui est d'être dans la joie et dans le présent. De toujours garder ça en tête. Toujours. Une belle manière de conclure. Et c'était fantastique. J'ai appris plein de choses et ça a couvert plein de sujets du yoga. Ça ouvre plein de portes aussi. Et à travers ton histoire à toi, c'était tout doux. Moi, j'étais trop bien. Merci à toi en tout cas. C'est pour moi inspirant de voir des initiatives comme la tienne, autant personnelles que le podcast. Et merci pour ta confiance et ton écoute. Merci à toi de nous avoir raconté tout ça et d'avoir fait confiance. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez autant apprécié que moi le cheminement et la transmission de Mathilde. Je l'ai rencontrée il y a environ 1 an en Inde et depuis, elle se trouve maintenant au Népal où elle continue à pratiquer, à exercer, à faire de la musique et à transmettre. Je vous recommande chaudement d'aller écouter son album de mantra Simple Things sur toutes les plateformes d'écoute et d'aller faire un tour sur son site internet et ses comptes Instagram et Facebook, car elle partage énormément de contenu inspirant et informatif. Et par exemple, si vous cherchez à commencer le yoga de chez vous, mais que vous ne savez pas par où commencer, voilà une très bonne piste. Je vous ai de toute façon mis toutes les informations et références en description du podcast. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager, à mettre un commentaire ou à nous faire des retours. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans un autre univers.
Shiva Tava Sharanam Namami Shankara